Bonjour à tous. On va parler de l'agression de Zemmour, ça c'est le sujet 1. Deuxièmement, on est presque à la fin du confinement, on va faire un bilan Covid à travers surtout les réactions de certains, voilà, certains, certains dissidents, donc que je ne nommerai pas, c'est-à-dire Alain Soral, qui a fait une des vidéos les plus ridicules, je pense que c'est la vidéo la plus ridicule qu'il ait jamais faite à propos de ce virus. La médecine n'étant pas son sujet favori, donc déjà qu'il dit beaucoup de conneries sur ses sujets favoris, vous imaginez que sur la médecine il en dit encore plus. Je reviens à Zemmour. C'est absolument terrible, c'est un peu le cauchemar de tout le monde, c'est vivre une petite humiliation, car c'en est une, on va pas se le cacher, filmée et ensuite sur les réseaux sociaux. Évidemment, les anti-Zemmour n'attendaient que ça. Que la presse de gauche s'en félicite, ça c'est pas étonnant. Concernant les réactions de certains dissidents, d'une certaine génération, là je vois vraiment un trou générationnel, je dirais les plus de 40 ans, des porteurs de voix ou des anciens porteurs de voix se sont permis de se moquer d'Éric Zemmour d'une manière pathétique, je dois le dire. Et en fait, on va revenir sur chacune de ces déclarations. Alors moi, je vous dis, tout est dans la vignette, je soutiens Zemmour. Pourquoi je soutiens Zemmour? C'est un sujet casse-gueule, tiens, je bois un petit coup. Ah, ça fait du bien. C'est un sujet casse-gueule parce que une partie du milieu, ne sachant quoi me reprocher, me traite de pro-juif. On croit rêver quand on connaît l'ensemble de ma carrière, mais peu importe. Et mais mes amis me disent, mais tu donnes du grain à moudre à ceux qui disent que tu travailles pour les sionistes parce que tu soutiens Zemmour. Je ne soutiens absolument pas Zemmour en tant qu'il est juif et que j'ai un intérêt à défendre Zemmour. Normalement, je ne devrais même pas avoir à le préciser, mais enfin, faisons en sorte que l'exposé soit complet. Je le défends ici parce qu'il est évident que Zemmour est attaqué, non pas pour les raisons qu'imagine et que fait penser Soral à son public, pas parce que l'arabe qui l'a emmerdé, enfin le maghrébin, a toute une réflexion voilà, sur Zemmour qui provoque le choc des civilisations, et donc en fait pour se battre contre cette hydre voilà, faussement identitaire mais en fait national-sioniste, on va lui cracher à la gueule dans la rue parce que évidemment on est un maghrébin patriote qui a tout compris à l'histoire de France, à l'histoire du monde. Non, c'est que Zemmour a tenu des propos qui sont, je le rappelle, le propos de tous les Français. Tous les Français, au fond d'eux, enfin une immense majorité de Français, ont une crainte légitime des racailles de banlieue qui bien souvent ne sont pas des Européens ethniques. On est d'accord? Bon, donc en fait Zemmour, simplement, c'est la voix du petit Français dans les médias. Alors, dans une perspective nation, on peut dire oui, mais pourquoi c'est Zemmour qui tient ce discours et pas un goy? Ok, on peut parler de ça. Mais le fait est que son discours, il est irréprochable. On ne peut pas dire de Zemmour qu'il dit des choses fausses. On ne peut pas dire de Zemmour qu'il pousse au choc des civilisations. Zemmour, en fait, explique que jour après jour, les Français ont le quotidien gâché par l'immigration qui entraîne l'insécurité, etc. Donc, et qu'est-ce qui se passe? La preuve en fait que tout ce qu'il dit est vrai, c'est que lui se balade tranquillement dans Paris, dans un quartier qui n'était sans doute pas parmi les quartiers les plus chauds. Donc même maintenant au centre Paris, en fait, personne n'est épargné. Le mec se fait laminer, non, parce que évidemment, du moment que le Maghrébin a filmé, le but c'était pas folle la guêpe. Le but c'était l'humiliation. C'est pas genre je le finis à coup de pelle et à la fin je fais 30 ans de prison. D'accord, on sentait cette agressivité pure. Mais simplement le mec s'est dit bah je vais. Voilà, il est vieux, il est tout frêle. Moi j'ai 25 ans. Je vais me foutre de sa gueule, je vais foutre ça sur internet. Et c'est ça qui s'est passé. Donc en fait, je trouve odieux de la part. Je vais citer 3 personnes. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas mené l'enquête plus loin. Je trouve odieux que Alain Soral, Laurent Ozon, qui, je le rappelle, est censé avoir abandonné la politique depuis 4 ou 5 ans. Il n'a jamais autant parlé de politique que depuis qu'il a arrêté. On aimerait bien que arrêter veuille dire arrêter, c'est-à-dire j'arrête. Donc Laurent Ozon et l'inénarrable Henri de Lesquen se sont permis soit de se foutre de sa gueule, soit de se réjouir carrément de son agression. Je trouve ça incroyable parce que tout simplement, encore une fois, c'est moins la défense de Zemmour en tant que Zemmour que la défense du français. En réalité, la dissidence old school, la vieille dissidence, ne peut pas être plus en décalage avec ce que les Français veulent entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que
Même un Français qui aime pas trop Zemmour, qui trouve ses idées un peu trop catégoriques, un centriste, on va dire, il voit ça, il se sent mal à l'aise, il n'est pas heureux, il n'est pas genre bien fait pour sa gueule. Faut être un putain d'antifa mental pour être du côté du Maghrébin dans cette agression. Bon, Soral, Lesquin sont du côté du Maghrébin. Je veux dire, je dis pas ça pour créer un clash en exagérant une position qui n'est pas celle qui est tenue par les deux personnes dont je viens de vous parler, c'est leur position. Et Dieudonné, c'est pareil, mais de la part de Dieudonné, maintenant, je n'attends même plus rien. Dieudonné n'a jamais été considéré comme un leader identitaire, d'accord, ou même nationaliste, d'accord. Dissident, à la limite, c'était tout, mais Soral ou Lesquin est même censé être un racialiste, hein, voilà. Donc, on le sait, les propos, là, je vais vous les retrouver. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux pas... Si vous vous demandez pourquoi on n'est pas séduisant, eh bien, regardez bien que ces gens qui sont quand même des faiseurs de vues, quand un mec normal voit un commentaire de Soral qui dit bien fait pour la gueule de Zemmour, c'est comme si Soral crachait la gueule des Français. Parce que Zemmour, encore une fois, n'a pas été attaqué en tant que juif, même si on sait que les musulmans ne sont pas particulièrement philosémites. En l'occurrence, c'est le niveau d'intelligence de l'agresseur, c'est « Oh vas-y, il dit du mal des Arabes, vas-y, je lui crache dessus, quoi ». Et toi, t'es là, t'es un intellectuel, et tu soutiens cette grosse merde. Mais c'est hallucinant, quoi. J'ai pas de mots pour exprimer le dégoût que ça m'inspire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des guerres de chapelle, il y avait des adversités dans la dissidence qui pouvaient même être motivantes, parce que dans tout milieu, il y a des concurrences, et les concurrences peuvent parfois être stimulantes. Mais aujourd'hui, on a des gens... Imaginez, c'est un jeu de poker, ils n'ont plus rien dans leur jeu. Soral, il n'a plus rien dans son jeu. Ozon, il n'a plus rien dans son jeu. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire une critique finalement du système qui est égale à ce que des mecs comme Juan Branco font. C'est-à-dire, en fait, Zemmour, c'est un faiseur de haine, et tant pis s'il s'est fait cracher à la gueule. En fait, c'est de l'anarchisme. C'est-à-dire que maintenant, on vire dans l'anarchisme. Donc, je vais retrouver tous ces propos-là. On va commencer, bien sûr, de... Ah bah oui, non, mais là, pour moi, c'est... Il y a eu plusieurs moments, mais là, pour moi, c'est définitif. C'est pas possible, c'est pas possible. Même si tu dis oui, je trouve que M. Zemmour, allez, soyons dissidents 5 minutes. Ouais, Zemmour, parce qu'il est juif, il parle pas assez d'une certaine communauté, de l'influence d'un certain lobby, blablabla, tu peux en parler. Mais tu peux pas être en mode bien fait quand une putain de racaille de merde qui a le même profil socio-psychologique que ce qui après devient des terroristes. Je veux dire, ça commence comme ça. Est-ce que vous emmerdez les gens comme ça dans la rue ? Vous marchez dans la rue, vous crachez sur les gens, vous faites ça, vous ? Les braves gens font pas ça, d'accord ? Donc ce type est un voyou, et on sait très bien que les premiers pas, toujours vers la folie criminelle ou le djihadisme ensuite, qui est finalement l'étape supérieure, l'étape ultime, bah, c'est la délinquance. En fait, la dissidence de merde d'Alain Soral et toute cette chiasse qui en fait continue d'être... C'est-à-dire, voilà, Soral vaporise comme ça de la merde dans l'espace, et après t'as tous les autres, Lesquin, Ozon, qui sont comme ça. C'est toujours. Je dois reconnaître à Soral le fait que c'est toujours lui qui balance le truc en premier, quoi. Il balance un truc, après les gens sont là, ils suivent et ils continuent. Ils soutiennent des délinquants, quoi. Pourquoi ? Alors c'est pour des raisons diverses. Soral est fou et il est jaloux comme pas possible de Zemmour. Lesquin, pour des raisons personnelles que j'ai expliquées sur ma chaîne Vive l'Europe, je vous y renvoie parce que j'ai pas envie de me refaire mon live de 6 heures la dernière fois, parce que dans sa vie personnelle, voilà, il a eu à un moment donné affaire à des juifs et ça s'est mal passé, surtout avec sa fille. Maintenant, en fait, juste simplement parce que Zemmour est juif, il a tort, ça va pas plus loin que ça. Son niveau d'analyse ne va pas plus loin que ça. D'accord ? Parce que s'il ne soutient pas Zemmour, alors il ne peut soutenir aucun identitaire sur cette base-là. Or, il en a quand même autour de lui, il en a en ami, il en a même parmi ses suiveurs. Donc en fait, voilà. Et alors, concernant Ozon, alors là c'est par snobisme. On va peut-être commencer par Laurent Ozon. Je vais retrouver ça, c'est un tweet. Alors, Ozon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Ozon a osé. Ozon a osé, quoi. Il a osé sortir l'argument viriliste. D'ailleurs, je me suis dit, attendez. Est-ce que c'est pas passif ? Ah bah, je peux pas, il m'a bloqué. Voilà, je peux pas vous le montrer parce qu'il m'a bloqué. Fantastique. Attendez, hop, je clique pour être sûr. Ah ok, je l'ai retrouvé à un autre endroit, ça marche. Autant pour moi. Non, en fait, il m'a pas bloqué, excusez-moi, je m'étais trompé dans le lien. Alors, je vous le dicte et après je vous le montre. D'accord ? J'enlève Telegram histoire que Telegram ne s'affiche pas. Laurent Ozon, le 1er mai 2020.
Pas facile, la guerre civile, entre parenthèses. Ça me rappelle un petit mec expert en virilité, je sais pas tout de qui il parle, devenu tout vert un jour dans un restaurant où nous déjeunions en croisant un type avec lequel il avait échangé des insultes sur Facebook. Époque de merde, point d'exclamation. Alors attendez, je vais vous montrer ça, comme ça vous pourrez pas dire hey, Dany, c'est quoi ton... quelle est ta preuve? Ta preuve absolue. Donc ma preuve, hop, ça n'a pas marché. Fantastique. Comment on fait? Je me suis... à Chrome, voilà. Voilà. Pas facile, la guerre civile. Ça me rappelle un petit mec expert en virilité devenu tout vert un jour dans un restaurant où nous déjeunions en croisant un type avec lequel il avait échangé des insultes sur Facebook. Époque de merde. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vais boire un coup, je vais répéter la question. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Zemmour n'aurait pas le droit d'exprimer une réalité simple et pure qui est celle du quotidien infernal de tous les Français, sous prétexte que Zemmour a presque 60 ans ou il a plus de 60 ans et que ce n'est pas un sportif et qu'il est frêle. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, que des types comme, je cite en vrac, hein, c'est pas pour clasher, c'est juste des univers qui me reviennent en tête, qu'un type comme Valek, comme Virilitime, Papacito, Soral, parce qu'on sait que Soral, il a besoin pour lui-même, pour sa santé psychique, de s'imaginer comme un type extrêmement viril, qui sortent cet argument, d'accord, mais Laurent Ozon, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas être un intellectuel et sortir un argument aussi bête. Depuis quand un militant de plume, parce que là, pour le coup, c'est vrai que Zemmour n'est pas seulement journaliste, c'est un militant, mais comme tous les journalistes, on va pas se mentir, d'accord? Il y a des journalistes de gauche, il y a des journalistes de droite. Zemmour, c'est un journaliste de droite. Bon, on va dire que c'est un journalisme et un militantisme de plume. Depuis quand un mec comme ça doit être fort? Depuis quand la guerre civile? J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai expliqué ma définition de la virilité et surtout à quel point les gens ont une vision fantasmée de ce qu'est la guerre civile. Vous croyez que la guerre civile, en fait, c'est des duels à coups de poing? Non mais attendez. On n'est pas dans un saloon, c'est pas comme ça que ça marche la guerre civile. La guerre civile, ça se fait avec des armes, avec une stratégie, certes avec des gens forts qui sont mis en avant, qui sont envoyés, et s'il y avait un déclenchement de guerre civile, avec, on va dire, ce à quoi on pense le plus souvent, dans un camp, les islamo-gauchistes et les musulmans radicaux, et dans l'autre camp, les autres, les Français, ce qu'aujourd'hui on appelle les nationaux, et qui en fait seront après tous les Français, s'il y a une guerre civile comme ça, qu'elle se déclare d'elle-même, c'est-à-dire c'est quotidien, il y a un camp qui clairement dit je fais la guerre jusqu'à la mort du camp adverse, etc. C'est une situation pas ultra probable, mais pas non plus complètement impossible, en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Si ça se passe comme ça, Zemmour, il va plus continuer à sortir avec ses sachets de course en mode comme ça. Déjà, il est assez imprudent de le faire dès maintenant. Mais je veux dire, quand il y a la guerre civile, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, en fait, le plus fort au point, il a le pouvoir. C'est-à-dire... C'est bête, quoi. C'est bête de dire ça. C'est bête de retirer le droit à un intellectuel ou à un journaliste de dire ce qu'il pense sous prétexte qu'il n'a pas la virilité pour. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est... Je l'ai encore contacté aujourd'hui. Nous sommes, je crois, amis autant qu'on peut l'être quand on s'est peu rencontré avec une personne et qu'on n'a pas la même génération ni de la même catégorie sociale. Je suis assez ami avec Jean Bourbon. Je constate simplement que lorsque Bourbon est attaqué, par exemple, personne dans la dissidence ne va dire « Ah, c'est bien fait, il l'a bien cherché, regardez, il ne sait pas se battre », parce que Bourbon, et d'ailleurs, moi je veux dire, je ne me réjouis pas du tout de ce qui est arrivé à Bourbon, dans la mesure où déjà c'est toujours horrible, la violence c'est horrible, ça m'est arrivé, je sais ce que c'est une agression, c'est très traumatisant, je vous le dis franchement, j'ai pas honte de le dire, quel que soit d'ailleurs l'agresseur. Mais ce qui est en plus abominable, c'est qu'on sait que Bourbon ne sait pas se battre, c'est pas son truc, d'accord? Son truc c'est la plume, donc... En fait, ce que j'aime pas dans ce que vient de dire Ozon, c'est que ça participe de la médiocrité intellectuelle de l'époque où on n'arrive plus à faire de distinction entre les catégories. C'est-à-dire en gros, Zemmour, parce que il dit quelque chose que tout le monde pense, c'est-à-dire que par le jeu de l'immigration, des conversions de la démographie, il y aura un conflit entre les Français autochtones et les musulmans, et que c'est sans doute inévitable, parce que Zemmour dit des choses, qui n'a jamais pensé ça? Qui après les attentats, moi je vous le défie franchement, quoi qu'il m'en coûte, je dirais cette phrase. Qui, après les attentats du Bataclan, n'a pas eu la même réflexion que Zemmour lorsqu'il est venu sur les plateaux et qu'il a dit, quand on cherchait, comment il s'appelle, Abdeslam, là,
donc un des participants au Bataclan, un des criminels, il a dit, il est dans ce quartier de Bruxelles, je me souviens plus le nom du quartier, un quartier, une espèce de Barbès de Bruxelles. On devrait nettoyer ça au Karcher, on devrait balancer une bombe. Je sais plus ce qu'il a dit, un truc comme ça. Mais qui n'a jamais eu cette pensée en tête? C'est juste le reflet. En fait, à ce moment-là, il y a eu un fragment de vérité qui est sorti de sa bouche. C'est le reflet du ressentiment que tu as dans le cœur quand quand ta communauté a été attaquée. Ce qui était le cas au Bataclan, je suis désolé. On a beau me dire, ils étaient un concert sataniste, c'est quand même notre communauté. Et puis une bonne moitié d'ailleurs pouvaient tout à fait des identitaires, c'est des conneries ces trucs-là. Bon, Molenbeek, voilà, Molenbeek. Je sais plus ce qu'il avait dit sur Molenbeek, mais il avait dit en gros, il est là, et les mecs veulent pas le balancer, bon on y va, on dézingue tout. Putain, et juste parce qu'il a dit ça, et que c'est la pure vérité de ce que tout le monde a dans le cœur quand t'es un vrai patriote, et que t'en as plein le cul de qui vous savez, donc Zemmour dit ça, et t'as la dissidence qui est là en mode mais attends, franchement, si tu fais pas de la boxe, comment tu peux tenir cette position? T'as qu'à y aller toi, Molenbeek. Mais c'est n'importe quoi, c'est tellement... Putain, c'est révoltant de conneries. Donc moi je dis, si on devait faire un top 3 des gens les plus surestimés dans la dissidence, alors j'en ai parlé, on avait fait une émission avec Marcel Vincent sur Rougeron, alors pour moi Rougeron n'est même pas dans la catégorie nationaliste, contrairement à Ozon qui est un ethno-nationaliste, mais je dirais le top 3 des gens surestimés intellectuellement, parce que je rappelle que la culture ne fait pas tout, c'est pas parce que vous êtes cultivé, et j'ai jamais nié d'ailleurs que Rougeron était un érudit, c'est pas parce que vous êtes cultivé que vous ne dites pas de bêtises et que vous n'êtes pas un idiot. Moi j'ai vu des gens très cultivés qui étaient des idiots. La culture n'est pas dans l'intelligence, il ne faut pas confondre les deux. Donc vraiment le top 3 pour moi c'est sans ordre particulier, Rougeron, Lesquin, Ozon. Ozon a toujours été surestimé, il a toujours complexifié inutilement ses discours, alors qu'on comprenait tout à fait ce qu'il a voulu dire. L'aspect périlangage, dire extra-européen, parler d'ethno-déférentialisme, ça c'était smart comme idée, mais après il était tellement... D'ailleurs, il y avait des groupes, je me souviens, il y avait un groupe Laurent Ozon 2022 ou 2017 qui se moquait du langage ésotérique de Ozon, c'est n'importe quoi, des fois, c'est de la fausse intelligence en fait, quoi. Et là, ça s'illustre, et ce qu'on voit simplement, c'est que c'est un petit mec haineux qui a la mort de ne pas être mis en avant et qui sort cet argument, effectivement, du manque de courage. Alors c'est vrai que Ozon, dans un autre contexte, il avait été en manifestation, et d'ailleurs je l'avais salué ce geste-là, une fois, il allait manifester contre l'immigration massive à Bruxelles, il avait des migrants en face, il avait je crois un haut-parleur, il avait été très viril, il avait tenu le choc. D'accord, mais il est grand, il fait du sport, et je veux dire, c'est pas parce que lui est comme ça que tous les gens qui ont la plume dans la main doivent être comme ça. C'est pas un argument. Ça n'invalide pas les théories zémoriennes, qui sont celles en fait des patriotes français. Donc déjà, c'est complètement con. Alors, ah bon, Pierre, je ne peux pas répondre, je suis en live, c'est trop compliqué. Tu me dis le lien ne fonctionne pas, je sais pas. Retente, peut-être qu'il y a trop de gens sur le site. Voilà quoi. Ah, c'est vrai, je pense que c'est pas le bon lien. Adrien, tu ne mets pas exactement le lien exact vers les dons, et donc les gens sont perdus. Je t'en veux pas, hein, t'es viré. Mais je t'en veux pas. Mais t'es viré, mais je t'en veux pas. Donc voilà, donc là je mets le lien à nouveau. Voilà, on me dit si ça marche. Écoute, Pierre56, ça doit venir de toi, parce que de mon côté, ça fonctionne. Hein. Voilà, je reçois les sections expirées. D'accord, ok. Alors, que voulais-je vous dire? On passe à qui là? On passe à Soral, on passe à Lesquin, il y a de quoi faire. On va peut-être passer à Soral parce que ce qu'il dit, en fait, sur Zemmour, il n'y a rien de différent par rapport à la théorie soralienne habituelle. Donc là, je l'ai là. Attendez, je vais vous montrer ça. Truc très con, habituel. Il s'est pas foulé. Tu sens que le mec a fait ça avec un doigt dans le slip, ou un doigt dans le cul et l'autre sur la bite. Regardez ça. Voilà. Et qui sème le vent? 3 petits points. Éric Zemmour subit une agression sexuelle. Waouh, quelle finesse. Et découvre la guerre civile. Évidemment, parce que évidemment toute la clique des ERiens savent ce que c'est la guerre civile. Eux, ils en ont vécu une. C'est pas laquelle. D'accord, hein, ils sont en guerre contre les sionistes intergalactiques. Au quotidien, ils savent, eux, ce que c'est une guerre civile. Non. Là, ce que je n'aime pas du tout, c'est que, donc évidemment, c'est toujours la même théorie. C'est-à-dire que tu es français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça ressemble à ce que n'importe quel antifasciste pourrait dire. Les antifascistes disent quoi? Ils disent « Ah, t'es un petit haineux raciste, et un jour tu verras,
Tu t'es fait victimiser quand t'étais petit, c'est ça? Ou alors, un jour tu verras, tu vas le payer. Putain, mais Soral est juste un antifa sur la question identitaire. Il a totalement pris le parti des musulmans. Pas à 10, 20, 30, 40, 50%, à 100%. Qui sème le vent, 3 petits points? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton putain de pays, tu n'as pas le droit de dire que cette catégorie de population rend ton quotidien infernal, quoi. Tu n'as pas le droit de le dire. Sinon, tu sèmes le chaos, quoi. Enfin, tous ces arguments, j'ai déjà répondu dans de nombreuses vidéos que j'ai faites sur ER, et à chaque fois, il insiste, et je suis révolté que ça ne révolte pas les gens. Mais plus encore, ce que je trouve terrible, c'est il y a une inversion de la notion même de courage. En fait, je trouve que c'est Zemmour qui est assez courageux. Zemmour, contrairement à Alain Soral, ne se balade pas, et ça c'est pas des conneries, tout le monde le sait, hein, ne se balade pas avec un garde du corps toute la journée. Zemmour assume ses idées. Zemmour prend le métro, d'ailleurs c'est une forme d'inconscience. C'est un mélange de courage et d'inconscience. Et de désinvolture, d'acceptation de son destin. En réalité, c'est digne, d'accord? Mais c'est pas parce que face à une bataille que vous ne pouvez pas gagner, un mec qui est plus jeune que vous, plus fort, bah vous baissez la tête, vous dites bon tant pis, c'est pas comme ça que je vais venir à bout de toute façon de toute cette merde. C'est pas parce qu'une fois vous baissez la tête que globalement vous n'avez pas de courage. Parce que le courage, c'est justement d'assumer des positions anti-immigration et anti-islam surtout, en vivant en France et en étant nationalement et internationalement connu. Ça, c'est du courage. J'appelle ça le courage intellectuel. Le courage intellectuel se traduit voilà, par l'acceptation d'un sort. C'est-à-dire en gros, Zemmour, voilà, si le mec avait vraiment voulu le déglinguer, il serait peut-être à l'hosto, il serait peut-être mort. Que dirait-il à ce moment-là? Il dirait la même chose. Les dissidents diraient bien fait pour sa gueule. Quel est le message que vous envoyez aux Français en faisant ça? C'est en gros, ta gueule, tu peux pas te plaindre, d'accord? Tu peux pas te plaindre. Donc le discours des gauchistes et antifa, c'est ta gueule, le vivre ensemble c'est génial. Le discours de Soral et toute la clique autour, c'est ouais, on n'a pas voulu ça, mais on va pas les dégager, on va les intégrer, les assimiler, et on va tourner ça contre l'élite. C'est encore plus... Putain, et je préfère croire au vivre ensemble. Je préfère croire, c'est plus crédible qu'à un moment donné, ils vont se désislamiser au contact, on va dire, du progressisme à l'occidental, que de se dire qu'en fait, on va s'unir à eux et on va tous les deux se radicaliser contre une élite. Une élite qui, par ailleurs, adore les immigrés. Donc, c'est incroyable. Alors, tout à l'heure, je reviendrai bien sûr sur la dernière... Quand on parlera du coronavirus, je reviendrai sur Soral, parce que, je vous dis, il a pété les plafonds du complotisme, notamment sur le sida, et c'est très grave. Honnêtement, c'est très grave. Et pour une fois, je vous dis, à chaque fois qu'il a été condamné, Soral ou d'autres, Rissen, même quand j'étais comment dirais-je, en guerre, je ne me suis jamais réjoui des condamnations de ces porteurs de voix, ni des censures YouTube. Pour moi, toutes les paroles doivent exister, notamment sur les questions politiques. Pour moi, un discours complotiste sur le sida aujourd'hui, à base de le sida n'existe pas, si YouTube supprime ça, je trouve ça normal. Je serais YouTube, je désactive pas la chaîne, parce que c'est quand même une grosse... on enlève le travail de quelqu'un, d'accord, ok, il y a un respect quand même pour la création. Mais par contre, diffuser des messages aussi dangereux, pour moi, c'est du danger public. C'est comme si moi, je faisais des vidéos à longueur de temps en disant « mais l'alcool, il n'y a aucun problème, l'alcoolisme, ça n'existe pas, on peut tout à fait conduire bourré, il suffit un peu d'être vigilant. » Voilà, donc le discours de Soral sur le sida, pourquoi j'insiste sur le sida? C'est qu'en fait, en voyant les conneries qu'il raconte sur le sida, on comprend qu'il ne sait absolument pas ce qu'est le coronavirus. Donc tout ça, en fait, est le produit d'un cerveau malade, mais vraiment, pour le coup. À l'époque, il reprochait aux médias de dire ça à son propos, mais c'est vraiment ce qu'il est devenu. Il est devenu la caricature de lui-même. Autrefois, quand il était au top, Soral arrivait à mélanger les vérités avec les extrapolations, les fulgurances avec la connerie totale, et tout ça donnait un mélange assez intéressant dont on pouvait tirer quelque chose. Aujourd'hui, en tout cas moi, quand on m'a envoyé cette vidéo, voilà, sur la version longue en plus, là, sur le couillonavirus, comme on dit, il n'y a rien à sauver. Et ce que je trouve dangereux, c'est que même parmi les gens qui sont, on va dire, de l'autre côté, dans la dissidence, il y a toujours une curiosité à voir ces vidéos. Alors vous allez me dire, mais tu l'as vu toi, mais je l'ai vu dans une perspective critique et parce qu'on m'a bassiné avec. Mais sinon, je dis, hein, de manière générale, je ne les regarde pas. Soit on m'envoie des bouts, soit on me dit, ah, tu devrais absolument regarder Sénat, et particulièrement comme Soral en Corée du Nord, ça je l'avais regardé évidemment, quoi. Mais ce qui me choque, c'est que ce discours arrive encore à pénétrer les esprits et à avoir une présence, c'est-à-dire
probabilité d'existence. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'a pas tort sur tel ou tel point, alors qu'il raconte n'importe quoi de A à Z. Sur la 5G, quand il parle de David Icke, quand il parle du sida, quand il parle du coronavirus, Soral sous-entend qu'on ne sera jamais déconfiné. Mais attendez, notez-le ça. Notez cette vidéo et on fait un bilan dans 1 mois et demi. On refait un live de 30 minutes où on se fout de la gueule de tous les gens qui ont dit qu'on ne sera jamais déconfiné. Ça n'a aucun sens. Ça n'a même aucun sens. Essayez de comprendre ça. Pourquoi l'élite, essayons d'être rationnels, pourquoi l'élite ferait venir une immigration massive en provenance d'Afrique pour ensuite faire un confinement total? Quel est le sens de ça? C'est quoi le sens? En fait, tu les fais venir et tu les bloques dans leur banlieue. C'est ça? Et tu bloques les blancs dans leur coin. À quoi ça sert? Donc c'est même plus une immigration de travail, c'est même plus une immigration de remplacement destinée à faire que l'Européen baisse la tête, puisque par la force des choses, quand tu es en confinement, tu es quand même en sécurité, tu es chez toi, et le mec qui d'habitude venait de sa banlieue pour te casser les couilles, il vient moins. Bon, on a vu que à Villeneuve-la-Garenne, là, il s'amusait un peu, mais globalement, pendant le confinement, tu avais moins de chances de te faire massacrer qu'avant le confinement. Donc là, tout à coup, même la théorie du système qui veut le choc des civilisations ne tient plus. Vous comprenez que Soral se contredit lui-même par surenchère complotiste. Et du coup, j'ai parlé de ça avant le reste. Mais j'y reviendrai peut-être si d'autres arguments me viennent. Si, je reviendrai pour parler du sida, parce qu'il a dit concrètement des choses fausses. Et là, pour le coup, c'est ma meuf qui m'a dit, tu diras ça. C'est bien des fois qu'un vrai médecin dise, au fait, c'est nul. En fait, c'est juste faux. En fait, tu vois, c'est rouge. Ah non, c'est vert. Désolé. Voilà, t'es peut-être daltonien, ou t'es peut-être con, ou t'es peut-être juste un filou qui veut plaire au public. Moi, je vais vous dire, en fait, le reproche que j'aurais à faire, c'est moins à Soral sur ce coup-ci qu'au public. Alors, je vais dire un vous collectif. Évidemment, les gens qui me disent t'es salaud, je t'adore, je te donne des dons tout le temps, et moi je suis d'accord avec toi. Vous comprenez le principe d'un vous collectif. Les gens qui continuent d'apporter du crédit à cette thèse-là. Pourquoi Soral va à fond sur le complotisme? Parce que c'est ce que pensent les gens. C'est-à-dire autant sur la question identitaire, ce qui est marrant, c'est que sur la question identitaire, il ne suit pas les gens. Voilà, et là, genre, non, mais les Français, on exagère beaucoup, les Français musulmans, ça va, ça se passe bien. Autant là, ils voient surtout dans la dissidence. Je prends par exemple un média un réseau social qui est VK. Sur VK, tous les francophones nationaux que je vois sont tous en mode conspi sur le coronavirus. Conspi, pas sur un plan ça va créer une crise économique, c'est sûr que ça va créer une crise économique, sur l'origine du coronavirus, sur pourquoi en fait on confine les gens, on confinerait les gens exprès pour en fait les emmerder, pour faire du Orwell du 1984. Voilà. En fait, moi je vous le dis, Soral, parce que l'important pour Soral c'est maintenir maintenant son rythme de vie, voilà, son train de vie, et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Un événement arrive, il voit la tendance dominante, il la suit. Les gilets jaunes commencent, il dit rien pendant 1 mois. Il voit que ça prend, il enfile un gilet jaune. Gilet jaune. Les gilets jaunes, c'est du ER, c'est du ER dans le texte. Coronavirus, au début, il laisse un peu passer. Au bout d'un moment, il voit que tous les Français, quasiment de gauche comme de droite, sont en mode full conspi. Genre, c'est Bill Gates. Mais de la débilité pure. C'est-à-dire, en fait, Bill Gates, il a investi des milliards pour que les Africains fassent des gosses dans les meilleures conditions et une éducation, etc. Mais parallèlement à ça, il créerait un virus pour faire pas l'eugénisme, le nom m'échappe là, du malthusianisme. C'est-à-dire en fait, en gros, toujours l'idée que les élites veulent tuer la moitié de la planète pour faire de l'espace et eux, en fait, ils vont se mettre du champagne dans les fesses. Voilà. Mais c'est ce que croient vraiment les gens. C'est-à-dire que Bill Gates, c'est l'antiraciste en chef. C'est-à-dire, s'il y a un ciel, s'il y a un dieu antiracisme, Bill Gates, une fois au paradis des gauchistes, aura le droit de lui embrasser les pieds. Et en fait, les gens sont en mode raciste, vous êtes un impérialiste, anti-humanité, vous voulez tuer tous les Africains et les hommes, vous êtes des monstres reptiliens pédosataniques. Et Soral, il est là en mode qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ouais. Alors, mon analyse, c'est que en fait, le coronavirus, c'est Israël. Voilà, tout ça c'est pourquoi? C'est pour instaurer le nouvel ordre mondial. Et on le sait, ces élites, la Bill Gates, une fois il a pris un café avec Epstein. C'est bizarre, voilà. Donc à un moment donné, il y a une caméra, il y a une vidéosurveillance, où à mon avis, Bill Gates doit faire un truc, il est en train d'enculer un gosse. Ils le tiennent, et donc Bill Gates, il est en train de faire un faux vaccin
pour une fausse maladie qui a été créée par Israël. Camoulox. Et les gens sont là en mode, il analyse trop bien la situation. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Soral est parano, donc il y a des fois il croit vraiment ce qu'il dit. Mais là, je suis persuadé qu'il exagère de... Je le connais, Soral, vous le connaissez pas. Moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de fois, d'accord? Soral s'adapte au public, c'est-à-dire il ne peut pas prendre l'opinion du système. Vous comprenez? Il n'a pas ce choix-là. Si le système pense quelque chose, Soral ne peut pas strictement, exactement penser la même chose. Vous comprenez? Bon, sinon, bah, c'est pas possible. Son aura ne tient pas. On va dire, mais en fait, bah, attends, en fait, c'est comme Macron, quoi. Voilà. Même son discours de réconciliation, in fine, ressemble au discours du système, mais lui, voilà, il met sa petite touche soralienne quand même, quoi. Même si c'est, au bout du compte, c'est le métissage, mais pas pour les mêmes raisons. Donc il s'en sort par cette pirouette. Donc là, il peut pas être, je dirais, de l'avis des gens quand l'avis des gens est mainstream, d'accord? Mais quand l'avis des gens, l'opinion, hein, l'opinion des gens est dissident, quand tu es dans un monde où le complotisme est en train de gagner, et où tu as un mec comme Marat Safin, qui est joueur de tennis, on lui demande pas d'être intelligent, on lui demande de jouer au tennis. Bon, il a arrêté sa carrière, donc du coup, il a décidé de penser. C'est dur. Donc, Marat Safin qui te dit hein, je m'injecterai pas le vaccin parce qu'ils veulent nous tuer. Voilà. Et ben, Soral, quand il voit que les gens sont comme ça, il fait bon, ok, allez, on va dire ça. Et ça passe. Et c'est comme ça, parce que beaucoup de gens s'interrogent comment, de temps en temps, on n'entend plus, puis tout d'un coup, on le réentend à nouveau. Parce qu'il sort une théorie, certes abracadabrante, mais qui, au fond, correspond aux fantasmes des gens. Les gens ont des fantasmes sur l'élite qui ne correspondent en rien à ce qu'elle est réellement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une façon de diaboliser l'élite comment dirais-je, en lui voyant des défauts là où elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les magouilles, les vraies magouilles qui sont faites, et ils voient les mauvaises. C'est totalement incroyable. Donc voilà, donc je reviendrai tout à l'heure, peut-être on reparlera des vidéos de Soral, parce que j'ai noté 2-3 moments clés. Mais l'envie, comme Djokovic c'est pareil, voilà, Djokovic c'est pareil, c'est incroyable. C'est-à-dire, je suis désolé, moi les vaccins, je ne lâcherai pas le morceau, les amis. Je ne lâcherai pas le morceau. Je ne lâcherai pas le morceau parce que je ne veux pas que des choses stupides continuent d'être véhiculées, surtout par notre mouvement, d'accord? Donc quand vous avez des maladies qui existent, et quand il y a un vaccin, elles n'existent plus, c'est insoutenable que 50 ans après, quelqu'un te dise mais cette maladie a jamais existé, juste parce que lui ne l'a pas connue de son vivant. C'est comme si je te disais, la variole, on te dit la variole, la syphilis, on te parle de la syphilis au 19e siècle, mais ça n'existe pas. La vérité, c'est que tu baisses, tu la chopes pas, la syphilis. Bah déjà, c'est faux, parce que la syphilis est en train de revenir. Mais voilà, que quand on n'est plus au contact d'une maladie, on a l'impression qu'elle n'a jamais existé. Bon, je fais vite fait un point sur l'esquin. On pourra, si vous voulez, je pense que dans les questions qui vont être posées, de toute façon, on reviendra sur le clash avec l'esquin. Mais alors, l'esquin, c'est incroyable. Attendez, je vais retrouver ça sur Telegram. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur Zemmour? Il n'a jamais pu blairer Zemmour. De toute façon, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. C'est le mec le plus buté qu'on puisse connaître. Voilà. Il dit qu'il s'est fait... Donc là, c'est quelqu'un qui m'a résumé ça. Il m'a même mis le minutage. Il s'est déjà fait cracher dessus et n'en a pas fait un scandale. Il justifie que les Juifs en France ont un statut supérieur aux Français de sang. Ok, donc ça, c'est pas un bon résumé. Attendez, je l'ai mieux que ça. Ah oui, voilà. En fait, l'esquin a minimisé. Ça, oui, d'accord, je me rappelle. L'esquin a minimisé ce qui arrive à Zemmour. Alors, il s'est juste fait insulter. Vous imaginez si l'esquin s'était fait courser, par exemple, par un juif un peu énervé, tu vois, un petit peu tendu par ces histoires de rejetez-vous le Talmud et ces trucs-là. Imaginez si l'esquin s'était fait courser. Vous croyez pas qu'il aurait détalé aussi? Vous croyez qu'il aurait dit attendez je vous rappelle que quand j'ai interviewé l'esquin, il y avait Geoffrey Marot à côté de moi et Geoffrey lui a demandé qu'est-ce que vous avez pensé du clash avec Soral, et l'esquin a dit moi mais si Soral m'avait frappé, je me serais roulé par terre et j'aurais porté plainte. Donc en fait dans la situation de Zemmour il aurait été encore plus pathétique. Alors plutôt que d'avoir une espèce d'empathie, je dirais d'un télo à un télo, on va dire, même si personnellement je vous dis, je considère que l'esquin est très surestimé intellectuellement, mais il est quand même dans la catégorie des penseurs et pas des fighters, d'accord, pas des combattants. Bon, d'accord, ça aurait très bien pu lui arriver à lui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette agression qu'a vécu Zemmour de l'autre côté de l'échiquier anti-système avec Forisson. Forisson l'a vécu. Forisson s'est fait, bon lui, il s'est fait carrément fait tabasser, mais
Également, il s'est aussi fait insulter des tas de fois. D'accord? Il ne serait jamais venu à l'idée de tirer sur la balance et dire ouais, il a bien fait, il avait qu'à fermer sa gueule. Alors pourquoi on fait ça sur Zemmour? Alors qu'est-ce que dit Zemmour? Moi je voudrais, encore une fois, je rappelle que M. Lesquen, au moins Soral avait sollicité même le débat avec moi. Lesquen l'évite parce qu'il a peur que je lui mette une fessée. Et je vous le dis, M. Lesquen, si vous voulez un débat courtois, je vous promets un débat où je n'emploierai pas un seul gros mot à votre égard. Je l'ai fait sur mon espace il y a une semaine, mais je pourrais tout à fait débattre sur le terrain des idées sans employer une seule insulte, même si vous vous en sortez en face de moi. Parce que je vous montrerai que vous êtes un con. Voilà. C'est-à-dire c'est inacceptable que Lesquen, que Zemmour, qui simplement porte une parole très, très schématique, mais qui est vraie, qui est de dire les Français en ont marre de l'immigration, les prisons sont remplies, pas de Français, c'est une situation qui est intolérable. La droite s'est ramollie et s'est perdue en sortant du triumph, enfin de ce qui donne la victoire, c'est-à-dire insécurité, chômage, immigration, ces thèmes forts qui font chaque fois monter le Front National. Donc en fait, il a un discours métapolitique puisqu'il n'est pas candidat lui-même, mais qui recentre la droite sur la droite. Et vous avez des types comme ça qui se permettent de le critiquer. Moi, je vais vous donner un seul exemple. Qu'est-ce qui est devenu Henri Lesquen? En 3 ans, il est devenu ce que Soral a mis 10 ans à devenir, mais pas dans le bon sens. Alors vous allez voir ça tout de suite. Une capture d'écran suffit. Tout est dit. Voilà, tout est... C'est ça maintenant l'univers de Lesquen. C'est ça son public maintenant. C'est... Voilà. En pleine émission. Hop, je vais vous montrer ça. Touk. Chrome. Voilà. Pendant un live de Lesquen, t'as Mehdi qui demande « Monsieur de Lesquen, un mot sur l'agression de Zemmour, qu'est-ce que vous en pensez ?» La vérité, je veux dire, en tant que blanc caucasien, moi je veux dire, on est de la même race, monsieur de Lesquen. Vous êtes français, je suis caucasoïde du Nord Maghreb. Qu'est-ce que vous pensez de Zemmour? Est-ce que c'est un fils de pute? Ouais, est-ce que c'est un fils de pute? Voilà, en fait. Voilà ton nouveau public, Henri. Voilà. C'est quand même fou, finalement, de faire des... Comment dirais-je, d'avoir une opinion de soi absolument incroyable en traitant des mecs comme moi de voyous, alors qu'en fait, je suis un militant nationaliste à visage découvert, que j'ai payé le prix de cette dissidence au sens pur. Et en fait, dans votre public, vous avez quoi? Vous avez les rejetons de Soral. C'est-à-dire que les mecs qui en ont marre du soralisme, juste, ça fait 10 ans, là, ils ont acheté tous les bouquins contre-culture. Soral commence à tourner en rond. Ils veulent juste s'amuser d'une autre manière. Ils vont chez qui? Ils vont chez les lesquenistes. Voilà la finalité de votre combat. Vous avez 70 balais et vous êtes respecté par des halbatadodou qui sont tout contents que vous critiquiez Zemmour. Et vous savez, pour connaître un peu Lesquen, en fait, Lesquen, il est juste content. En fait, Lesquen, c'est un mec qui marche au succès. C'est-à-dire qu'il a du succès, quelqu'un le flatte, et en fait, il aime les flatteurs. On le flatte, il est content. Il est flatté par des Maghrébins. Qu'est-ce qu'il fait? Il adapte sa ligne raciale politique et il dit que les Maghrébins sont des Blancs, purement des Blancs. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Tout ça pour un petit peu de succès dans la dissidence. Voilà, pour un petit peu... Pour choper le public, choper le public que Soral a lassé. Voilà quoi, maintenant il a ce public-là. Je vous souhaite un bon courage. Vous allez voir que ces gens-là sont très... c'est une communauté qui va être un petit peu plus compliquée à souder, à fidéliser même, parce que vous ne pourrez, sachez, monsieur de Lesquen, que vous allez être prisonnier en fait de ces spectateurs, parce qu'il y en a plein, hein, c'est pas le seul. Hein. Vous regardez chez moi, dans le chat, vous verrez s'il y a des Mehdi. Il y en a un toutes les morts d'évêques, d'accord? Il y en a de plus en plus chez les JL. Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis ça à Lesquen, mais je dis aussi ça aux jeunesses lesquenistes, à ceux qui veulent peut-être encore s'en sortir et arrêter ce simulacre de militantisme. Vous allez devenir prisonnier, évidemment, des gens que vous faites venir en faisant de l'antizémourisme de base. Donc, en fait, de l'antisémitisme bidon. Pas du tout l'antisémitisme rebatté, l'antisémitisme bidon. Genre ouais, nique les juifs. Voilà, c'est ça en fait, ce que vous allez faire. Vous allez attirer 20, 30, puis après 40% de Maghrébins. Et après, vous ne pourrez plus rien dire sur l'islam. Plus jamais, vous ne pourrez rien dire sur l'islam. Plus rien, plus rien, plus rien. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme ça que ça va se passer. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de Zemmour, mais on a un agresseur. Moi, je suis un mec de droite. Je remets les choses à l'endroit. D'accord? On a un agresseur, un agressé. D'accord? Si un nation avait agressé
un mec du camp adverse, un gauchiste ou un maghrébin, d'une manière particulièrement humiliante et pas nécessaire, je n'en aurais pas fait l'éloge, je m'en serais pas réjoui, d'accord? Donc l'agresseur, c'est cette putain de racaille de merde qui d'ailleurs en temps de confinement n'avait rien à foutre à flâner dans Paris. L'agressé, c'est Zemmour. Et Zemmour à ce moment-là, c'est n'importe quel Français qui vit sa vie tranquillou, qui va faire ses courses. Ce qui est odieux en plus, c'est que ces gens, pour deux raisons différentes, Soral par paranoïa, qu'il est persuadé que le Mossad veut l'assassiner, alors que le Mossad n'en a rien à foutre de sa gueule, d'accord, que la seule fois en fait où il s'est fait agresser dans une librairie, ça Nab l'a très bien dit dans son livre Les Porcs, en fait il le savait que ça allait avoir lieu, et que pour augmenter sa légende personnelle, il s'est laissé attaquer. Ça c'est de la pure réalité, hein. C'est pas du complotisme, c'est un truc qui a été dit, redit, même par des gens qui de l'intérieur connaissaient Soral. Il savait que ça allait se produire. Et pour, on va dire que, voilà, pour faire le beau, il s'est laissé agresser, mais en dehors de ça, si les Juifs avaient voulu faire quoi que ce soit à Soral, bah déjà ils auraient fait fermer sa chaîne YouTube. Avec les conneries qu'il raconte depuis 10 ans, non, ils l'ont même pas fait. Parce qu'il n'est pas vu comme un danger réel en fait pour le système. Il est toujours attaqué pour des conneries, pour des diffamations, parce qu'il insulte des gens à tour de bras, et des gens qui ont du... C'est une méthode de buzz, hein. Moi si je commence à faire, je sais pas, n'importe quoi, Usul, je commence à faire une vidéo, je le traite d'enculé, je fais ça 3-4 vidéos, bon mon YouTube il saute, mais je deviens une légende, j'ai un procès, après je dis aux gens, bah soutenez-moi face à ce connard, putain j'ai tout le système contre moi, alors qu'en fait quand tu insultes les gens, bah tu peux avoir un procès. Ce que d'ailleurs je fais avec Lesquin, mais consciemment, volontairement, parce que j'avais considéré qu'il m'avait manqué de respect. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu en fais un fonds de commerce, après tu vas tout le temps devant les tribunaux pour cette raison. Voilà. Mais sinon, le système n'a absolument pas peur. Donc ce que je veux dire, c'est que Soral, et toujours, moi je le sais, quand il était déjà, quand je l'ai rencontré en 2010-2011, il était toujours avec ses, même quand il allait à Oudan, quoi, il va chez Dieudo, il va avec ses gardes du corps, quoi. Enfin, t'as peur de quoi? Je parle pas du débat en 2016, hein. Je parle... il va boire un café avec Dieudo, quoi. Il vient avec ses gardes du corps. Donc, putain de paranoïaque qui va même pas s'acheter un sneakers tout seul sans ses gardes du corps. Lesquin, c'est par richesse, il n'a pas besoin, il prend tout le temps le taxi. Donc, Lesquin, en fait, cette situation ne peut pas lui arriver en réalité. C'est qu'il descend du club de l'horloge, il y a un taxi qui l'attend, et il va chez lui à Versailles. Voilà. Donc, Zemmour, lui, préfère être au contact des Français. Encore une fois, je dis pas que c'est bien. Pour moi, c'est de la connerie. Zemmour n'a pas conscience. Soit il est dans une position de martyr, soit il n'a pas conscience d'à quel point il pourrait se faire dérouiller. Bon, peut-être qu'il sort en journée, il se dit bah, ça va quand même pas m'arriver en journée. Tu parles. Je veux dire, ils font des Batathlans, ils peuvent très bien en journée te balancer des cailloux dans la gueule, il n'y a pas de problème. Donc au final, ce que je veux dire sur l'affaire Zemmour, Zemmour agressé et rabaissé par ce type, c'est que ça montre que plus personne n'est à l'abri en France, premièrement. On le savait déjà, mais vous savez, c'est un peu comme quand vous aimez une star et qu'elle meurt. Eh ben en fait, vous dites putain, en fait, on va tous mourir. Même moi, je vais mourir, c'est terrible. Et là, en fait, ça nous fait prendre conscience que l'insécurité, ça touche tout le monde. Alors certes, il s'est fait rabrouer parce que c'était Éric Zemmour, d'accord. Mais ça aurait pu être pour n'importe quel autre truc. Dire, il suffit d'un mec, le même mec là qui a insulté Zemmour, il te demande une clope, tu lui donnes pas, et tu lui fais un regard qu'il aime pas, il te met une avoine dans la gueule. Ils sont trois, ils te défoncent, ils te tuent. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Et quelle est la réponse de la dissidence, je dirais, 2005-2015, ça a été leur sommet, c'est de dire, bah en fait, nous on n'est pas du côté de Zemmour. Hein. On est, au mieux, ils vont te dire, en fait, ils vont être sur la position Askolovitch, genre, en gros, ils sont tous les deux horribles, l'agresseur, mais aussi Zemmour. C'est le même niveau d'ordurerie, de saloperie. Et bien, soit la dissidence, au mieux, va te donner des discours. Au pire, ça va être du Soral en mode, il a bien fait de lui cracher dessus sur ce sale sioniste, quoi. Et ben, putain, vous êtes méprisable. Vous êtes méprisable. Vous êtes la honte du nationalisme. Et il y a vraiment maintenant une fracture dans la dissidence. Je vous invite à regarder la dernière vidéo qu'a fait Pierre Cassin sur Zemmour. Tout est dit dessus, voilà, sans flagornerie extrême. Simplement, voilà, quand on est patriote, on ne peut pas. Un porteur de voix qu'il soit, juif, même ce serait Majid Oukacha. Moi, tu vas me dire, je suis identitaire blanc, que ça n'a à foutre de Majid Oukacha. C'est pas le problème, c'est qu'en fait, on mène une lutte contre des mecs qui sont des débiles mentaux, cruels, et qui mettent la France à feu et à sang, que chaque fois que l'un des leurs fait n'importe quoi avec la police, ose faire son travail, les banlieues voilà, sont déchiquetées, ça coûte un fric fou aux contribuables, et votre voiture est brûlée, et votre assurance ne vous la rembourse pas. Quand vous ne vous faites pas tuer parce que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, vous avez eu simplement un mec à tenir le regard, vous dites putain mais cet enculé, j'ai pas envie de baisser le regard, ok vous êtes mort, vous avez pris un coup de couteau. Et c'est saloperie de dissidents à la con,
comme Soral, Lesquin qui sont en mode écoutez, on n'a pas à avoir de compassion pour ce Zemmour. Si t'as pas de compassion pour Zemmour dans cette situation, t'as de la compassion pour qui? Réponse, personne. Pour eux, le nationalisme est un jeu. Voilà, c'est un jeu, c'est une distraction, pour M. Lesquin, plus exactement, depuis qu'il est à la retraite. C'est d'ailleurs pourquoi tous ces sujets, je termine sur lui, tout en fait, tout le travail qu'il effectue est gâché par le troll. En fait, c'est que Lesquin ne veut pas avoir une incidence sur le monde. Il veut s'amuser, il veut se faire bien voir, et il veut, comment dire, rendre toutes ses idées en faire des mèmes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand une idée devient un mème, en réalité, son pouvoir subversif est détruit. Quand la remigration, ça devient un smiley sur WhatsApp, c'est qu'il n'y aura pas de remigration. D'accord? Et c'est vers ça que Lesquin a fait aller le combat. D'accord? Vers de la fantaisie, une espèce de poésie politique. C'est-à-dire, en gros, moi, président, je détruirai la tour Eiffel, on s'en bat les couilles, ça te fait juste passer pour un con, mais t'es content de l'avoir dit, comme ça tu seras dans le zapping dissident. Voilà. Moi, ça fait maintenant bien longtemps que j'ai compris que être dans des postures nationaux simplement pour divertir le public, bah, c'est pas ça qui allait changer quoi que ce soit au public. Ces gens-là, le peu de notoriété qu'ils ont eu, Soral en a eu beaucoup, mais Lesquin, je vous dis, son top est passé. Je vais vous dire un truc sur Lesquin, c'est que ce qui est paradoxal et ce qui est drôle, c'est que son top, il l'a vécu quand son second, c'était un métis de talent. C'était Karl, il était bon dans la communication, et en fin de compte, tout Lesquin, c'est Karl, quoi. C'est ce mec qui s'est fait virer, je ne sais plus pour quelle raison, de la jeunesse lesquiniste, mais comment dirais-je, qu'est-ce que c'est drôle, quelle ironie en fait. C'est-à-dire que le mec, c'est le champion du racisme, il te parle de musique hip pour Marine Le Pen qui danse là-dessus. Son second en fait, mais je peux en parler, hein, Karl, je le connais, je dis pas ça pour l'attaquer, au contraire, je dis que dans son domaine, la com, le marketing, mettre en avant une personnalité et la faire buzzer, comme d'ailleurs après il a fait avec Son Forger, il est très bon. Et quand il s'est fait lourder, eh ben depuis Lesquin, on en entend 2 fois moins parler. Et il tourne avec les mêmes, à croire que c'était même lui qui lui faisait ses punchlines, parce qu'il a les mêmes punchlines qu'en 2016. Donc voilà, depuis qu'il n'y a plus ce mec, ils n'ont aucun pouvoir d'emprise réelle, en fait, même sur la dissidence. Donc voilà. Et je vais commencer par les questions, bien sûr, quoi. J'en ai déjà pas mal dit, et je reviendrai de toute façon sur ces sujets-là. C'est vrai que les gens se disent, j'ai vu dans le chat, oui, mais bon, Soral, il fait encore plein de vues. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que des vues, ça s'achète, et des commentaires, ça s'achète, d'accord? Et il y a des vidéos où en fait les commentaires sont désactivés. Quand vous désactivez les commentaires, je pourrais un jour vous en faire l'exemple. Je fais une vidéo banale, je désactive les commentaires parce que quand les commentaires sont actifs, tu vois le nombre de gens qui commentent. En gros, tu vois, moi des fois je fais 30 000 vues pour une vidéo. 30 000, 40 000 vues, c'est entre 400 et 700 commentaires. Si tu as seulement 500 commentaires pour une vidéo qui a 300 000 vues, les vues sont achetées. Alors comment ils font pour masquer ça des fois? Eh bien en fait, simplement, ils désactivent les commentaires. Donc voilà. Mais toutefois, je ne dis pas qu'ils achètent 100% de leurs commentaires. Si tu as fait 50 ou 100 000 vues, tu peux en acheter simplement le double. Et ça donne l'impression que tu pètes les scores. En fait, c'est normal qu'ils fassent plein de vues parce que leur chaîne n'a jamais été supprimée. Et au fil des années, ils sont arrivés jusqu'à 150 000 abonnés. Et ça, c'est un truc dont tu as bénéficié. Là, je le dis sans aigreur. On n'était pas prêts, moi j'étais jeune. Si en fait j'avais commencé 8 ans en arrière, j'aurais beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. Je ne dirais pas que chez Norman, mais j'en aurais 2 ou 3 fois plus parce qu'il y a 4-5 ans, le shadowban n'existait pas. Les vidéos étaient beaucoup moins censurées. Et il n'y avait pas ce truc où quand vous êtes dans les viseurs, moi je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je rebondis souvent d'une chaîne à l'autre. Parce que des fois j'ai 2 bans sur une chaîne. En fait, quand vous avez 2 avertissements, au 3e, votre chaîne disparaît. Alors ça m'arrive assez souvent cette situation, je suis obligé d'abandonner une chaîne qui est en train de monter pour passer sur une autre, donc je retombe sur une chaîne qui a que 5000 abonnés, c'est de la merde. Voilà, donc quand de base tu as un réseau, par exemple quand ER s'est fait péter, ça on a toutes les captures de ça, hein. Quand ER a perdu sa page Facebook, donc ils avaient construit ça pendant 7-8 ans, ils avaient beaucoup d'abonnés, genre 150 000 ou 200 000, après ils l'ont refaite, et pendant 6-7 mois, ils n'arrivaient pas à dépasser les 10 000. C'est une vraie histoire, vraie ça. C'est-à-dire, en fait, avant nous, ER a perdu sa page Facebook. Donc là, ok, on s'en réjouissait pas particulièrement. C'est bon, c'est arrivé. Ça va peut-être nous arriver à nous. D'ailleurs, ça nous est arrivé. Et un coup, avec Yann Mercado, on clique sur ER. Le R national était à 7000 abonnés
8 mois après s'être fait péter. Avant qu'ils se sont fait péter une première fois, ils ont perdu la chaîne. Et après, ils ont été bannis de Facebook, comme moi, indéfiniment. Donc, ce que je veux dire, c'est que si maintenant Soral il perdait sa chaîne YouTube, il ferait beaucoup moins de vues qu'avant, sauf à en racheter. Sauf à racheter des vues. Et je ne vous parle même pas des vues non pas de consentement, mais des vues de curiosité. Autour de moi, je connais que des mecs qui regardent Soral encore en mode qu'est-ce qu'il va dire encore comme connerie. Donc les vues sont un critère. Voilà, quand tu bides, tu fais 20 vues par vidéo, bon, à un moment donné, c'est que tu ne trouves pas ton public, mais ce n'est pas le critère absolu. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va revenir donc là sur Zemmour, on a fini. Je fais une petite aparté donc sur je serai pas long, sur le sujet donc du couillonavirus, comme l'a appelé Soral. Donc alors, il a fait une vidéo là-dessus. Attendez, je vais trouver ça. Est-ce que ça m'a été envoyé là? Voilà, ici. Exactement. Donc moi, j'ai vu une partie de cette vidéo et on m'a fait le résumé écrit du reste. Et quand j'ai vu le passage sur le sida, je l'ai moi-même vu, j'en ai pas cru mes yeux. Alors, qu'on se mette bien d'accord sur le coronavirus, pour que vous compreniez bien ma position. Je ne suis pas arrogant dans un autre sens pour dire moi je sais ce que c'est le coronavirus. Par exemple, sur l'origine du coronavirus, je n'exclus pas du tout le fait que cela vienne du laboratoire de Wuhan. Je n'exclus pas ça. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas les moyens de savoir si c'est le cas. Parce que les coronavirus peuvent tout à fait être issus de mutations naturelles, si je puis dire, de sauts comme ça d'espèces. Ça arrive parfois, c'est comme Ebola. D'un coup, un virus naît, d'accord, comme la peste aussi du Moyen-Âge. Et donc, un coronavirus nouveau a très bien pu naître, non pas ex nihilo, parce qu'il y a tout un sens biologique, mais une combinaison entre un animal qui en encule un autre, et ça donne un truc, enfin, je dis ça pour faire rire, mais vous comprenez le truc. Donc ça peut être naturel, mais ça peut tout à fait être une erreur, sans même parler de la vision, les Chinois ont fait exprès, on se demande même pourquoi d'ailleurs, pour tuer je sais pas combien de gens chez eux, mais bon, ils l'ont sans doute pas fait exprès, mais ça peut être une erreur de laboratoire qu'ils chercheraient à cacher. Quelqu'un qui en fait s'est fait infecter en faisant une expérience au laboratoire, il est sorti, hop, il a contaminé tout Wuhan, c'est une ville de 20 millions d'habitants, c'est tout à fait plausible, on est d'accord, il n'y a rien de fou là-dedans. Donc moi je ne suis pas anti-conspi primaire à dire mais non, c'est évident, ça vient pas du laboratoire, pourquoi vous dites ça? Je dis qu'on n'a pas les moyens de le savoir. Sur le fait que le coronavirus va créer une crise économique à cause des confinements assez longs qu'il y a eu, ça c'est clair, faut être con pour dire le contraire. Moi ce que je conteste, c'est l'idée que le système aurait fait exprès de créer une crise économique, dans la mesure où moi, quand il y a un événement, à part si j'ai des infos contraires, mais des vraies infos, pas de la YouTubeologie et pas je crois que avec une bière à la main. À part s'il y a de vraies infos contraires, pour moi, là, je prends toujours l'explication la plus simple et la plus rationnelle. L'explication la plus rationnelle, il suffit de voir les réactions des dirigeants. Prenons deux dirigeants, le nôtre, Macron et Trump. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des mecs qui, d'un mois à l'autre, ont dit tout et son contraire. C'est pas le signe d'une organisation, c'est pas le signe d'une cohérence, c'est pas le signe d'une stratégie pensée à l'avance. C'est le signe de gens qui ont été dépassés par ce virus. Littéralement, le pouvoir de contagion de ce virus a été sous-estimé. Syndrome français, américain en mode c'est bon, ça va bien se passer. Vous regardez ce que Trump dit en février et ce qu'il dit fin mars, c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est pas l'État profond qui lui dit un truc et qui après lui dit le contraire. C'est qu'au départ, ils se disent bon, allez, on va arrêter les vols depuis la Chine. Eux, ils ont quand même fait le boulot. La Chine, c'est une dictature. C'est bon, là, on aura 2-3 cas, on va réussir à les isoler. On va gérer le truc. Et finalement, en une semaine, patatras, tout se fout en l'air. Il y a 50 000 balades au même moment et ils voient qu'ils ne gèrent pas le truc. Et donc, le changement du discours en c'est bon, c'est juste une petite grippe, avec Trump qui est là en mode non, mais c'est les démocrates qui disent ça pour nuire à ma prochaine campagne. Et 3 semaines après, on lui dit écoutez, en fait, là, selon les prévisions, il y a 3 millions de morts. Ok, on confine tout. En fait, le confinement a été une stratégie de désespoir en Occident face à une non-préparation à un virus très dangereux. Non pas, encore une fois, en lui-même, c'est pas un virus mortel à 100%, c'est un virus qui a un taux de mortalité supérieur à la grippe, pas foufou, mais supérieur à la grippe, et une capacité de contagion beaucoup plus grande. Et c'est un virus qui n'est pas connu par le corps humain. C'est-à-dire que maintenant, la grippe, même quand vous ne vous vaccinez pas, si vous l'avez eu 1 ou 2 fois dans votre vie, eh bien, au contact de la grippe, vous avez moins de chances entre guillemets, de l'attraper. Vous pouvez l'attraper, mais vous l'attrapez moins souvent. Autour de moi, je connais peu de gens qui ont eu la grippe récemment, des jeunes. J'en connais peu, honnêtement. Ça doit faire 4-5 ans qu'un mec me dit « Tiens, j'ai eu la grippe ». Alors que des coronavirus, j'en ai eu dans mes fréquentations.
des gens qui ont été diagnostiqués Covid-19, d'accord? Parce que c'est nouveau, ça arrive comme une balle, ça défonce tout. Bon, j'ai déjà dit tout ça. Pour moi, en fait, je vous dis, le truc, c'est que le Covid, quelle qu'en soit son origine, et là je suis prêt tout à fait à discuter, mais encore une fois, discuter avec qui? Vous en savez plus que nous, plus que moi, plus que le président de la République française, vous ne savez pas en fait. Mais ce qui est certain, c'est que je conteste l'idée que... En fait, ce qui me déplaît dans le complotisme, c'est le fait que les gouvernants auraient toujours tout prévu. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que marche le monde. Il y a des choses qui sont pas prévues, d'accord? Il y a des choses qui sont pas prévues. Si dans un moment d'inattention, un mec arrive avec un couteau et surine Emmanuel Macron, c'est pas prévu. Le système l'a pas prévu, ce truc-là, d'accord? Donc, en fait, donc, la vidéo de Soral, elle est incroyablement con dans la mesure où elle... si vous voulez, sa stratégie est de prendre plein d'éléments divers et d'en faire une bouillie. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme le... Je sais pas, vous me donnez 5 concepts, voilà, je les écris. On pourra faire ça peut-être lundi. Parce que lundi, j'ai prévu de faire une séance un peu créative, vous expliquer comment je fonctionne, comment j'écris des livres, mon imagination... Non pas comment mon imagination fonctionne, parce que je ne sais pas moi-même, mais comment je me mets à écrire, comment je commence un livre, comment j'écris une nouvelle, peut-être j'essaierai d'écrire une nouvelle en direct. Où est-ce que je veux en venir? C'est que quand tu es un sophiste, parce que Soral est un sophiste, eh bien, on te met 5 concepts sur un livre, et après, tu sais jongler avec. Et dans sa vidéo, littéralement, Soral a fait rimer le Covid-19 avec, par exemple, la 5G. Donc, en fait, il soutient l'idée... Non, mais il soutient l'idée, c'est pas peut-être que. Il soutient l'idée que depuis qu'il y a la 5G, il y a des symptômes comme ceux du Covid-19, mais ce n'est pas le Covid-19, c'est la 5G qui crée ça. Alors on verra. On verra quand la crise du Covid va passer, mais que la 5G va continuer, parce que c'est pas parce qu'il y a 5 antennes qui ont brûlé en Belgique qu'on va arrêter la 5G dans le monde. La 5G, ça aura lieu. Après, on en pense qu'on en veut, mais la 5G, ça aura lieu. Et quand ça aura lieu et qu'il n'y aura plus le Covid-19, je voudrais vraiment savoir si les gens encore soraliens vont continuer de l'écouter. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. Voilà. Donc, après, il a pris l'exemple du sida pour dire, en gros, finalement, le sida... c'était la même chose, on nous a bassinés, je me souviens plus exactement quelle était la conclusion, mais l'idée était de dire, un peu comme on a exagéré ce qu'était le sida, eh bien, en fait, on a, avec le Covid, finalement, on crée un truc, on crée une crainte qui n'a pas lieu d'être. Mais alors, je vais parler du sida parce que le Covid, il y a encore trop de gens qui sont dubitatifs. Et vous êtes dubitatif parce que peut-être autour de vous, personne n'est mort du Covid. Alors que le sida, c'est une maladie qui existe depuis des années et on a des célébrités qui sont mortes du sida. Ce que dit Soral sur le sida est scandaleux. C'est un scandale. C'est beaucoup plus grave que tout ce qu'il a jamais dit, même que l'islamophilie. C'est plus grave que l'islamophilie. Et je dirais après ce que le petit troll qu'on pourrait faire pour Soral. Si ma communauté est d'accord, c'est pas un troll méchant, c'est un troll pour se foutre de sa gueule, d'accord? Je le dirai tout à l'heure. Alors, Soral, en gros, il dit que l'intoxication aux poppers, donc c'est ce qu'utilisent les homosexuels pour se dilater l'anus, excusez-moi, mais apparemment quand tu prends cette drogue, après tu as l'anus dilaté, apparemment Soral connaît bien ce genre de choses, donc il est très au courant de l'effet du poppers. Donc l'intoxication aux poppers provoque l'immunodéficience et pas le VIH. Donc Soral en fait distingue l'immunodéficience et le VIH. Jusqu'ici, d'accord, on continue. Ça, là j'étais en fait, selon lui, une femme enceinte, quand elle passe un test pour savoir si elle a le VIH, elle est toujours positive, séropositive. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que lorsque vous faites un premier test, en fait, vous avez vos résultats et les résultats sont plurifactoriels. C'est pas seulement un truc. C'est-à-dire qu'après, on va vous faire une autre prise de sang pour bien déterminer si vous êtes ou non séropositif. Il y a le premier test. D'accord? Et ensuite, il y a le test de confirmation. Et au test de confirmation, une femme enceinte qui n'a pas le VIH n'est pas séropositive. D'accord? Donc là, ce qu'il a dit est purement faux. C'est absolument faux. Alors là, je ne sais même pas quoi dire. Les séropositifs meurent du traitement et non de la maladie. En fait, ils meurent à cause de la trithérapie, bien sûr. Là, c'est du niveau des gens qui vous disent que les gens meurent de la chimio. En fait, ils ne meurent pas des cancers, ils meurent de la chimio. C'est vrai qu'avant, on ne mourait pas du cancer. Je ne sais pas si vous êtes... Je sais pas si vous avez une mémoire, mais le nombre de célébrités qui sont mortes
comme des mouches, qui sont tombés comme des mouches au moment où le sida a éclaté, c'est-à-dire entre 1980 et 1990. Les philosophes français, Derrida, je crois, est mort du sida, Michel Foucault, oui, oui, je croyais que j'avais dit Jean-Pierre Foucault, débile. Comment s'appelle Klaus Nomi, un chanteur allemand très connu qui était un homosexuel. Le mec de Queen, je crois qu'il est mort du sida. Il est mort du sida, voilà. Donc, en fait, des tas de personnalités sont mortes du sida, leur argent ne les a pas protégés parce que la trithérapie n'existe pas. Encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que le complotisme se base sur la bêtise des gens et leur faculté à l'oubli. C'est-à-dire que vous avez oublié que entre les années 80 et le milieu des années 90, plein de gens sont morts du sida. C'était une hécatombe. Attendez, je vous ai déjà raconté que mon père était brancardier au début des années 80. D'accord, qu'il avait vu par exemple qu'à l'époque les groupes de skins existaient vraiment et que c'était une réalité, les skins tapaient sur les homos, il a vu plein d'homos arriver avec la gueule à l'envers et en particulier au moment où le sida a explosé parce qu'au début des années 80, entre 82 et 85, les gens crevaient, ils crevaient du sida comme des merdes, d'accord. Et on a eu un exemple, en plus je l'ai déjà dit, il ferait du mercure, excusez-moi, on a eu un exemple. Soral n'est pas mort du sida, pas encore. On a eu un exemple récemment avec un mec qui était connu dans la dissidence, c'est Frédéric Mariez. Alors moi je voudrais dire Soral, tu l'as connu Frédéric Mariez. Il traînait à la main d'or tout ça, le leader du mouvement matricien. D'accord. On a diagnostiqué à Frédéric Mariez le sida au début des années 2010. Mariez était dans l'idée soralienne que le sida n'existe pas, donc il ne s'est pas fait traiter. Je voudrais quand même révéler quelque chose aujourd'hui, même si on ne crache pas sur les morts, c'est qu'il couchait et il s'en vantait avec des femmes sans préservatif. Je veux quand même le dire. Il faut que ça se sache, d'accord. Geoffrey pourra vous confirmer ça. Geoffrey Marot l'a bien connu à une époque et il s'en vantait auprès de Geoffrey. Geoffrey avait même hésité à le... Enfin, je crois qu'il a même essayé de le dénoncer à la police et ça n'a pas marché. Donc en fait, le mec, il dit bah, le sida n'existe pas, donc je baise comme je veux. D'accord. Bon, résultat, on est en 2020, Frédéric Mariez, il est mort. Et il est mort du sida. Il est mort du sida, et 1 an et demi avant de mourir, il est devenu aveugle. Parce que quand vous êtes... Vous savez, il y a d'abord, vous êtes diagnostiqué, vous avez le VIH, et après, vous êtes déclaré sida. Vous avez le sida déclaré. Alors là, c'est comme quand vous avez la rage et qu'elle est déclarée. C'est-à-dire, les symptômes commencent, là, vous êtes foutu. Alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous faites un zona, vous chopez le zona, vous n'avez plus de défense immunitaire, le zona vous rend aveugle. Ça détruit votre œil, quoi. Et vous pouvez rien faire. Donc voilà. Et jusqu'au bout, Mariez n'y a pas cru, il est mort du sida. Et même ses plus proches, j'en parlais avec un ami proche à lui, là, récemment sur un réseau, il est mort du sida. Donc là, c'est hyper grave, en fait. En gros, Soral, il dit ouais, non, mais ça n'existe pas. Donc le mec qui est soralien, dans un contexte où il doit faire l'amour un peu éméché, il va faire des positions un petit peu plus dangereuses que d'autres. Je parle en l'occurrence de la sodomie. Il chope le DAS à cause de cette enflure de Soral, quoi. C'est abominable. C'est hyper choquant. C'est vraiment, je veux dire, le sida, ça existe vraiment, les gens. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle a quasiment vomi. Elle n'y a pas cru. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de complotisme on est. Ça voudrait dire que tous les médecins dans le monde mentent sur le sida. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un mec qui est médecin, même s'il est ophtalmo, même s'il est dermato, au départ, il a une formation générale, d'accord. Et les virus, il les étudie. Par exemple, moi, je suis allergique. Voilà. J'ai pris un médicament contre l'allergie. J'en ai parlé à ma femme. Elle avait toute la pharmacodynamie du médicament dans la tête. Alors qu'elle n'est pas allergologue. Sa spécialité, c'est pas la pneumologie. Mais parce qu'elle l'a étudié, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as des mecs comme Soral qui, en gros, disent les médecins qui prétendent étudier le sida n'étudient pas le sida. Ou pire encore, on ment aux médecins. On ment au médecin, c'est-à-dire le médecin, tu sais, il étudie le truc, mais en fait, c'est comme les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'univers, quoi. Tu sais, en fait, le mec au télescope, il voit une image qui est projetée par une PlayStation, quoi. Mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et les gens qui y croient, c'est encore pire. Attendez, j'ai une notification ici, je vais voir ce qui se passe. Oui, voilà. Ah oui, bon, ça, oui. Merci Adrien. Je le dirai tout à l'heure. Effectivement, par rapport à Zemmour, je reviendrai un petit peu. Donc voilà. Alors ensuite, ça continue, c'est pas terminé. Hein. Qu'est-ce qu'on m'a écrit? Attendez, je vais retrouver ça. Alors, le pire truc, voilà. On n'a jamais observé le virus dans le sang des malades dont on prétend voir la charge virale élevée. Alors là, on est au sommet, quoi. On a monté 35 étages et la fusée a explosé, quoi. Il prétend que le virus n'est pas détectable, n'est pas observable scientifiquement.
c'est faux. D'accord? Le sida est tout à fait identifiable par des prises de sang, je dirais pluridisciplinaires, c'est pas ça, par différentes prises de sang qui, par recoupement, en fait, le code génétique du virus, il y a un code génétique. Chaque virus a une génétique. D'accord? Et en fait, ce code, il est visible dans le corps humain. Il est détectable. C'est-à-dire, en fait, quand on fait un test, on dit, tiens, bah en fait, bah il a le sida, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est absolument faux. Et encore plus de ça, c'est qu'on utilise la méthode de la prise de sang pour voir si le sida est présent dans le corps. Mais en réalité, il est aussi observable avec certains microscopes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne fait pas une prise de sang avec une plaquette, ah tiens, il est là, c'est que ça coûte trop de pognon. Mais quand on veut le faire, on peut le faire. C'est qu'effectivement, c'est un virus qui est très petit, et il faut un microscope très particulier pour le voir. Mais on connaît la forme du virus. Le virus a été observé, d'accord, par des vrais microscopes. C'est pas le cinéma, c'est pas Stanley Kubrick qui a filmé, on va dire, un faux sida. D'accord, mais c'est extrêmement grave. Le code génétique du sida, on le connaît, il a été décrypté, il est connu, voilà quoi. Et quand en fait un type a le sida, d'accord, qu'il est VIH et qu'ensuite il a le sida, eh bien lorsqu'on lui fait une prise de sang et qu'on analyse les résultats de la prise de sang, par recoupement, on voit qu'il a le sida. Et l'immunodéficience n'est pas forcément le sida. Quelqu'un peut être immunodéficient pour d'autres raisons, d'accord? Mais quand il y a le sida, il y a tout un tas de caractéristiques, il y a 4 ou 5 caractéristiques qui, lorsqu'elles sont toutes en même temps, signifient que le virus est dans le corps. Et la génétique du virus est repérée. C'est-à-dire c'est comme un corps étranger, tu le vois, tu vois, tu as une bactérie dans le fion, tu as un ténia, mais tu vois, avant même de le voir, tu peux le déterminer. Tu vois, tu peux le déterminer avec des tests. Donc, attendez, là, j'ai jamais entendu un truc aussi con que ça. C'est limite attaquable. Voilà. Donc, je répète, il prétend qu'on ne peut pas observer le virus, enfin, en tout cas, détecter sa présence réelle dans le sang. Autrement dit, le virus n'existe pas. Le virus du sida existe. D'accord? Là, il dit le contraire de la réalité. Donc, moi, je vais dire quelque chose. On a un autre truc qu'on a noté aussi, c'est qu'il prétend qu'il a des potes à lui. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, il connaît bien le popper, s'il a des potes qui ont le sida, c'est bon, des gens très charmants. Des potes qui sont séropositifs depuis 35 ans et qui sont pas morts. Oui, parce qu'ils ont pris la trithérapie. Et même s'ils l'ont arrêté à un moment donné, s'ils l'ont pris pendant 20 ans, eh bien, s'il avait pris pendant 40 ans, mais ils auraient mis 40 ans à mourir du sida. S'ils l'ont pris 20 ans et qu'ils l'ont arrêté, ils vont mettre 30 ans à mourir du sida. Mais à un moment donné, ils vont mourir parce que le sida aura détruit leur défense immunitaire et ils vont mourir d'une petite grippe, comme vous aimez bien dire à propos du coronavirus. D'accord? Donc, pourquoi les gens, jusqu'au début, même au milieu des années 90, les gens mouraient en 3 ans du sida? En fait, comme Frédéric Mariez. Frédéric Mariez est mort en moins de 10 ans après avoir contacté le virus parce qu'il ne s'est pas soigné avec la trithérapie. Si Frédéric Mariez avait pris la trithérapie 15 ans et puis face aux effets secondaires ou motivé par un salaud comme Soral aurait arrêté son traitement, eh bien 5 ans après, le sida serait déclaré, il serait mort. Et ces amis-là, qu'a Soral, vont bientôt mourir. Voilà. Donc c'est hallucinant. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Soral a proposé un débat avec Éric Zemmour, ce qui est grotesque. Parce que, évidemment, Zemmour a tout à perdre à faire ce débat. Et l'idée de Soral, c'était qu'il savait très bien que Zemmour ne répondrait pas et qu'il pouvait se gargariser de cette victoire. Finalement, c'est un peu comme si moi, je proposais un débat à Marine Le Pen. Je propose à Marine Le Pen de débattre avec moi. Je vais lui dire ses 4 vérités. Et là, Marine Le Pen, j'ai pas de réponse de la team de Marine Le Pen. Et moi, je suis là en mode, vous avez vu, elle a peur de moi, hein, elle veut pas débattre. Non, tu es insignifiant en fait par rapport à elle. Ça n'a pas d'intérêt. Tu n'es pas dans le même monde. Pourquoi prétends-tu à ce débat? Qui es-tu pour cela? Pourquoi te l'accorderait-il? Pourquoi prendrait-il ce risque? Parce qu'en plus, où serait le risque? C'est que sur des questions politiques, c'est toujours le plus radical qui gagne le débat. D'accord? C'est que tu as un débat Soral-Zemmour. Zemmour va dire oui mais attendez, vous minimisez le danger de l'immigration. Soral va dire non pas du tout, j'en ai conscience, ce qui d'ailleurs est faux dans les faits puisqu'il va toujours prendre le parti d'un musulman face à un Français agressé par un musulman, voilà, toujours Soral. Mais bon, quand en fait il veut la jouer nation, il va dire non j'ai conscience des problématiques migratoires, chacun chez soi, d'accord, mais qui les fait venir? Et qu'est-ce que vous voulez répondre Zemmour? Il va pas dire bon en fait c'est le lobby juif uniquement.
Alors que c'est faux en plus, c'est pas que le lobby juif, il y a un lobby juif de gauche, d'accord, qui existe, qui est très puissant. Il y a l'Église catholique, qui est un fort, je suis désolé, hein, c'est un fort vecteur d'immigration. Il y a le gauchisme pur, c'est-à-dire des gauchistes blancs, athées ou déchristianisés, mais des Européens, qui n'ont pas une seule goutte de sang juif et qui participent à l'immigration massive. Sauf que dans le cadre d'un débat, quand vous êtes la personne la plus radicale, c'est toujours vous qui gagnez. D'ailleurs, c'est pour ça que Soral n'aurait jamais dû débattre avec moi en réalité. C'est parce qu'en fait, ma position était plus radicale que la sienne. Donc de toute façon, je ne pouvais pas gagner. Alors que si Soral il m'avait dit, oui mais attends, si on était allé sur le terrain du judaïsme, j'aurais eu du répondant, alors que lui, sur l'islam, il n'en avait pas. Il a défendu ses ouvriers au S1, au S2. Voilà, c'est la seule chose qu'il a pu faire. Donc, il a proposé un débat avec Zemmour, mais je n'ai pas souvenir que Soral ait proposé un débat à Laurent Alexandre. Il a été assez critique de Laurent Alexandre dans cette vidéo, et moi, je demande, motiver les gens, je sais que parmi vous, il y a des gens qui connaissent un peu Laurent Alexandre, motiver Laurent Alexandre à provoquer dans un duel public Alain Soral sur la question de l'existence du sida. Voilà, moi je demande un débat entre Soral et un vrai médecin. Pourquoi ne pas prendre un médecin célèbre, Laurent Alexandre, sur le sida? Soral va se faire humilier. Humilier. Il va être un peu comme quand il était face à Pierre Woodman et que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, il a fait un entretien croisé avec plusieurs personnalités, il y avait Pierre Woodman, et là Soral a balancé un mytho incroyable sur un type, sur une personnalité qu'en fait Soral ne connaissait pas, et Pierre Woodman, en fait, il a tiqué, il a dit mais attends, je le connais ce mec, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il dit ouais, il est mort comme ça le mec. Et en fait, il se trouve que Pierre Woodman était présent le jour où ce mec dont Soral parlait est mort. Donc là, Soral s'est fait prendre la bite dans le sac en train de mentir comme le sale menteur qu'il est, quoi. Et ben, face à un vrai médecin, mais n'importe quel médecin, putain, n'importe quel médecin face à Soral pour parler du sida. Et avec un médecin qui pose de vraies questions scientifiques à Soral sur sa connaissance du sida et du coronavirus. Il va passer pour un con comme jamais, d'accord? Et il ne dira jamais oui. Il dira des contre-arguments. Il dira non, mais de toute façon, c'est des agents du système. Ils ont un verbiage. C'est même, comme il avait dit pour Cohn-Bendit, c'est des génies de la rhétorique, ce qui est faux. Hein. Cohn-Bendit n'est pas du tout un génie de la rhétorique. Tu peux pas les niquer, ces mecs-là. Non, c'est qu'en fait, si tu n'as pas la bonne réponse, tu n'as pas la bonne riposte, effectivement, tu peux pas les niquer. Donc, quand tu t'y connais pas en médecine et que tu parles à un public conspi, tu peux leur raconter n'importe quoi sur le sida. Quand tu as un mec, et là, j'ai pas eu le temps de faire l'enquête. Si vous le voulez vraiment, vous le voulez. Dans 2 semaines, je fais une vidéo sur l'existence du sida. On fait ça avec ma femme. On fait toutes les sources, toutes les preuves scientifiques, tout ce que vous voulez. On fait ça et on démonte Soral sur ce point. C'est abominable en 2020 de dire que le sida n'existe pas. Qu'on te dise que le mode de transmission n'est pas assez mis en avant, effectivement. C'est essentiellement les rapports rectals. Mais ça, c'est pareil pour plein de maladies. C'est pareil pour Ebola d'ailleurs, hein. Par les matières fécales tu peux choper Ebola beaucoup plus facilement, si je puis dire. D'accord, qu'on n'ait pas assez axé sur le discours pour ne pas stigmatiser les homosexuels, c'est une réalité en Occident. On n'a pas voulu stigmatiser les homosexuels, donc on n'a pas dit, on ne répète pas dans les discours de prévention à quel point telle pratique est peu susceptible de te faire contaminer par le sida et une autre pratique beaucoup plus. Ça, c'est vrai. Et il n'en demeure pas moins que le sida existe. Quand tu as le DAS, d'accord, et je veux dire, tous les scientifiques du monde, pas seulement les scientifiques sionistes, d'accord, tu vas avec le sida au Japon, on te fait un test, monsieur, vous avez le sida, d'accord. Et comment je l'ai déterminé? Eh bien, j'ai fait une prise de sang, ensuite, j'ai fait une deuxième prise de sang pour être certain. Voilà, on a fait votre, pas de cariotype, je trouve pas le mot. On a fait votre bilan sanguin, génétique, et on voit qu'il y a la présence de ce virus, il y a la présence du code génétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce truc. C'est nier l'existence d'une entité biologique. Voilà, il nie ça, c'est extrêmement grave. Un complotiste parmi tant d'autres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est encore suivi par des gens et que parfois, même des gens qui l'aiment pas, disent tiens, sur tel ou tel point, il a sans doute raison. Putain, ça m'a fait réfléchir. Non, mais les gars, n'essayez pas de réfléchir quand vous n'avez pas les connaissances. D'abord, essayez d'acquérir les connaissances, après vous pouvez réfléchir. Voilà. Alors, je parle même pas voilà, sérotype. Je parle même pas de quand il fait l'éloge de David Icke. Un truc que je savais même pas ce que c'était, je me suis renseigné après, là j'ai cru que je devenais fou. Donc alors Icke, pour ceux qui connaissent, c'est un type en fait qui est reptilien.
C'est-à-dire, ne riez pas, hein, c'est la vérité. Hein. C'est un type qui croit vraiment que les lézards, ça existe. Soral en fait l'éloge. Il fait l'éloge de ce mec. Il dit, ce mec, il a vu juste. C'est vraiment incroyable. On a noté les trucs. J'ai cru c'est incroyable. Voilà, il cite avec respect l'honorable David Icke. Il a encore franchi un palier. À mon avis, à ma connaissance, il avait encore jamais fait quoi. C'est un malade mental ce type. C'est un type qui pense réellement que la reine d'Angleterre est une reptilienne. C'est des types, ils ont vu la série V. Vous vous souvenez, dans les années 80, ils ont vu la série V avec Diana, c'est la jolie Diana qui en fait est un lézard. Et les mecs ont construit tout un storytelling conspi là-dessus. Et Soral te le met en avant comme une référence. Pour lui, c'est Shakespeare, quoi. C'est Shakespeare des temps modernes. Enfin, c'est le Pasteur des temps modernes, voilà. Encore que Pasteur, apparemment, il n'aurait pas trouvé de vaccin parce que les virus, ça n'existe pas, etc. Quoi. On est chez les fous, on est vraiment chez les dingues. Et donc à un moment donné, il cite le projet Bluebeam, et là il m'a fait penser à la fois où j'avais été très gêné quand j'interrogeais Dieudo, et Dieudo m'a parlé du projet HARP, comme quoi en fait c'était les Américains qui avaient créé un tremblement de terre à Haïti. Waouh. Genre... Genre les Occidentaux ont trouvé aucun autre moyen de se débarrasser d'une population congoïde, enfin africanoïde, dont ils ne, là j'invente le mot hein, pour faire rire, dont ils ne veulent pas. Il faut qu'ils créent, il faut qu'ils se fassent chier à créer des tremblements de terre pour foutre la merde dans une île qui économiquement n'apporte rien, quoi. À la limite, je veux dire, tu m'inventes un projet conspi des États-Unis qui essaye de créer un tremblement de terre pour baiser l'économie chinoise et tuer des Chinois. Ça a un sens géostratégique. Mais que les États-Unis fassent ça pour Haïti, mais mon pauvre Dieudo, ils en ont rien à branler d'Haïti, les Américains. Bon, alors Soral, il nous parle du projet Bluebeam. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Alors voilà ce que c'est le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam comporte 4 étapes différentes, dont le but est de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'antéchrist à sa tête. Réévaluation de toutes les connaissances archéologiques, tremblement de terre artificiellement créé, des choses technologiques nouvelles, un gigantesque space show grâce à des hologrammes à optique tridimensionnelle, des sons, des projections laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacun recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante dans sa région d'existence. Donc en fait, c'est la théorie du mind control absolu en fait. On est déjà dans la matrice, le mec est dans un film quoi. Et c'est de ça qu'il vous parle. Dans des vidéos qui, lorsqu'elles sont en entier, sont payantes. Moi, on me les envoie autrement. Mais voilà. Donc, putain, c'est ça, Soral 2020, quoi. C'est... Vous savez quoi, il y a 2 semaines, quand ça clashait un peu avec l'Esquin, j'étais presque nostalgique de Soral, parce qu'il faut connaître que dans le clash, il a un peu plus de talent qu'Henri de l'Esquin, quoi. Tu sais, je troll un peu, mais j'allais le téléphoner. J'allais, écoute, Alain, au-delà de nos différences... Maintenant qu'on est face à face. Mec, au moins tu savais me clasher, quoi. Je veux dire, tu vois, des fois, Soral il me clash, j'écoute. Ça m'excite un peu, quoi. Tu vois, il y a quelque chose, oh, c'est marrant, c'est original, ça. Tiens, j'aurais jamais dit ça de moi. L'Esquin est médiocre à ce niveau-là. Donc je m'étais dit, tiens, putain, qu'est-ce qui devient le père Soral ? Bah, il est encore 100 fois plus conspicueux que l'année dernière, quoi. Donc là, je trouve qu'il a franchi un palier. Parce qu'il va dans un domaine qui n'est plus la politique. Peut-être qu'il s'est trop ridiculisé dans les analyses politiques. Il ne se risque plus maintenant à faire de la géopolitique. En tout cas, je l'ai vu moins le faire. Mais sur le coronavirus, il a plongé à pieds joints dans l'imaginaire conspi. Parce que simplement, il ne lui reste plus pour exister qu'être populaire auprès de cette masse de gens qui a choisi l'irrationalité. Cette masse de gens qui, en fait, a pour seule culture des vidéos YouTube faites à l'arrache par des mecs qui s'appellent Williams et qui en fait sont des rebeux sous pseudo. Voilà, c'est ça, je vous le dis, hein, souvent les vidéos conspi en fait sont montées par des Arabes et d'ailleurs sont crypto-islamiques dans leur contenu. Et donc en fait c'est ça la culture de Soral. En fait la culture de Soral sur les virus et la géopolitique, même s'ils sont embrouillés depuis, c'est Salim Laibi. D'accord ? D'ailleurs, toutes les infos de Soral sur le 11 septembre, c'est Salim Laibi. Voilà, donc pour clore sur le coronavirus, encore une fois, je veux bien que vous me compreniez. Je ne dis pas que la situation a été bien gérée, elle a été très mal gérée. Je suis assez d'accord sur le fait que le confinement n'était pas forcément... Enfin, de toutes les stratégies possibles, le confinement total n'est pas la meilleure, mais il ne faut pas oublier qu'en France et en Occident, on ne s'était pas préparé à ça. Et donc, en fait, il n'y avait pas les tests. Le test du Covid est compliqué. L'outil, la matière première pour faire ce test est difficile à trouver. Elle n'est pas facilement
facile à produire. Et donc les Asiatiques, Corée du Sud, Japon, Chine, ont pu assez vite produire en fait ce moyen voilà, de faire le test. En Europe, on n'a pas pu. Ne pouvons pas, parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Comme on ne pouvait pas faire assez de tests, on a confiné tout le monde. Mais c'est pas que le confinement collectif a été décidé comme la meilleure solution possible. C'est que compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de masque et qu'il n'y avait pas ces putains de tests pour savoir si tu avais le Covid ou non, ou alors il y en avait mais pas suffisamment, eh bien, par mesure de sécurité, ils ont pris la stratégie du moins pire qui était le confinement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans pas mal de pays où il y a eu un confinement, eh bien, il y a eu une efficacité. C'est-à-dire que maintenant, le pic est passé et il y a moins de contaminés qu'avant. Ça, c'est bien sûr si on croit en fait ce qui est dit par un consensus international. Voilà. Si on décide de ne pas y croire, alors on ne croit en rien. Alors on ne peut faire aucune analyse, on ne peut même pas faire de livre si on ne prend pas les chiffres. Parce qu'un chiffre peut être bidonné, mais la source, elle existe. Alors dans ce cas, il faut aller chercher la source. Si par exemple on dit que le nombre de morts a été exagéré, d'accord, alors enquêtons. Avant de dire c'est faux, enquêtons. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas contre l'idée que les gouvernants puissent faire des choses contre nous. Je dis que tant que ce n'est pas prouvé et que le sens de ça ne peut pas être déduit par notre intelligence, notre cerveau, je ne vois pas pourquoi on inventerait ça. Encore une fois, qu'on me prouve que la crise économique était voulue et qu'elle permet de relancer l'économie x2 après. Qu'on me prouve ça, qu'on me prouve que c'est absolument bien pour tous les pays d'Occident qui ont plongé dedans. Comment on le prouve? Voilà,